conseillère municipale du district de Vanier-du-Berger, et Mme Jackie Smith, conseillère municipale du district de Limoilou, qui est enceinte, non, qui a accouché. Ah, il y a pas mal accouché. Voilà. Donc, c'est ce qui explique qu'elle est en congé de maternité. C'est pour ça qu'elle ne peut pas être avec nous là, ce soir. Comme vous le savez, là, plusieurs d'entre vous sont habitués à nos consultations publiques. La séance de ce soir, elle est enregistrée. Elle va être rendue disponible dès demain. Pour les gens qui nous accompagnent par Zoom, pour des échanges plus faciles, on a gardé le mode réunion. Donc, ça veut dire en fait que les gens à la maison, si vous prenez un tour de parole, eh bien, en fait, vous allez avoir l'option d'ouvrir votre caméra ou non. C'est sûr que ça peut être le fun pour nous de vous voir en salle, mais par contre, si vous préférez qu'on ne vous voit pas, ça va être très important de garder sa caméra fermée. Pour faciliter les échanges en cours de route, là, je vous encourage à utiliser l'outil questions et réponses. À ce sujet-là, c'est ça. Puis en fait, ma collègue Anne elle va pouvoir lire vos questions, vos commentaires. Puis vous pouvez aussi utiliser l'outil lever la main pour demander un tour de parole. Anne, aimerais-tu prendre une petite minute là, pour expliquer aux gens à la maison comment utiliser ces outils? Merci, Alexandra. Alors, pour nos 18 personnes en ligne, je vois que vous êtes déjà familiers avec l'outil pour le son. La plupart, vous l'avez fermé à votre arrivée. Alors, laissez votre son et votre caméra fermés lorsque vous n'avez pas à intervenir. Et lorsque vous pouvez intervenir, vous pouvez ouvrir votre caméra et votre son sans souci. Vous le contrôlez de par vous-même. Pour poser une question, si vous déplacez votre curseur dans le bas de votre appareil, soit cellulaire, votre tablette ou votre ordinateur, vous allez voir l'outil Q et R, alors questions et réponses. Tout simplement, cliquez dessus et il y a une boîte qui va s'ouvrir et vous pourrez ainsi inscrire vos questions que je pourrai lire ensuite aux intervenants là, qui sont présents en salle. Parfait. Merci beaucoup, Anne. Alors, pour se mettre un petit peu là, dans le bateau, là, aujourd'hui, la séance de ce soir, elle a lieu parce que le 31 mai, à la suite d'une démarche de participation publique qui avait duré 3 mois, sur laquelle on s'est beaucoup reposé là, pour l'élaboration de cette vision, de cette version préliminaire de la vision. C'est ça, on avait diffusé cette version préliminaire-là. Puis la séance d'aujourd'hui, elle viserait un peu à présenter les résultats de la consultation et évidemment la version préliminaire de la vision. Puis on aimerait ça là, vous entendre aussi sur ce premier jet, puis ça va nous aider à s'orienter pour la suite des choses. Par curiosité, puis les gens à la maison, vous pouvez peut-être utiliser l'outil lever la main. Est-ce que plusieurs d'entre vous dans la salle, est-ce que vous avez eu l'occasion en fait de lire la version préliminaire? On voit quelques mains se lever, c'est bien, merci beaucoup. Ça montre tout votre intérêt dans la démarche. Est-ce qu'on voit, j'ai quelques mains en ligne aussi qui sont levées. Donc, Karine, on est face à un public avisé ce soir. Parfait. Donc, voilà. Donc, on va faire un peu Madame Marie-Pierre Boucher va pouvoir ouvrir la séance. Par la suite, on va, comme j'ai dit déjà plusieurs fois, on va présenter la démarche qui a été faite, les résultats de consultation, présenter la version préliminaire, la période d'échange, et on irait terminer vers les prochaines étapes de cette fameuse démarche de consultation publique. Conditions de succès, je les évoque souvent. On est dans un processus évolutif et on est en train toujours de construire encore. En ce moment, on construit cette vision en matière d'itinérance pour la Ville de Québec. Donc, comme on l'a mentionné plusieurs fois, il n'y avait pas de décision prise d'avance dans ce processus. Si vous prenez la parole, il se pourrait aussi, de façon quand même à ce qu'on respecte un petit peu les horaires, on va respecter, il pourrait que je vous demande de limiter votre temps de parole. Pour la séance de ce soir, on est un petit peu moins de monde, effectivement, qu'au mois de février, comme vous pouvez voir. Par contre, c'est ça, on avait fait des invitations à notre liste d'abonnés, les personnes qui suivent, en fait, cette vision. On avait également fait des invitations ciblées. On est proche du secteur du parc Boisvert, là, qui avait été mentionné comme un lieu aussi où est-ce que est en train de migrer le phénomène de l'itinérance. Donc, on a fait des invitations ciblées dans ce secteur-là, la liste d'abonnés, diffusion dans les médias sociaux et actualité d'arrondissement. Puis, voilà. Je vais laisser Mme Boucher, en fait, ouvrir la séance. Merci. On m'a dit qu'il fallait que je prenne un micro parce que les gens en ligne, il faut que les gens m'entendent. Sinon,
on aurait pu faire ça sans micro, mais bon, je veux que tout le monde puisse m'entendre. Merci beaucoup de votre présence, les gens ici, ceux en ligne. C'est une rencontre qui est importante pour nous parce que vous l'avez entre les mains, la vision préliminaire vient de sortir. Maintenant, une vision préliminaire, c'est une vision qui est imparfaite. C'est un outil qui est imparfait. Il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de travail de l'équipe, mais elle est imparfaite et c'est la raison pour laquelle c'est important pour nous de revenir vers vous. Donc, l'objectif, c'est vraiment de venir chercher vos opinions, tout ce que vous avez à dire finalement sur ce que vous avez lu de cette vision-là. Donc, mes collègues viennent chercher cette information-là pour la faire évoluer puis arriver avec une vision qui va être le plus près possible de ce qui peut répondre à l'ensemble de la population pour atteindre nos grands objectifs. Donc, je vous remercie beaucoup d'être ici ce soir, puis je vais laisser mes collègues prendre le pôle parce que ce qu'on veut surtout, c'est vous entendre. Donc, on vous la présenter et ensuite vous entendre. Donc, merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup, Mme Boucher. Donc, pour rappel, c'est ça, il y a une démarche de participation publique. On va en parler parce qu'on s'est beaucoup basé, en fait, sur les résultats qu'on a obtenus à travers la démarche de participation publique pour l'élaboration de la vision. Donc, pour rappel, on avait fait une séance d'information au grand public dès le mois de février. On a mené plusieurs assemblées de cuisine aussi parce qu'à la base, en fait, cette démarche-là, on voulait la faire d'abord et avant tout avec les personnes qui vivent l'itinérance. Correct? OK. On est aussi allé chercher l'appui des organismes communautaires là, qui ont été des acteurs clés dans l'élaboration de cette version préliminaire de la vision. Mais c'est important aussi pour nous d'avoir le pouls, en fait, là, de l'ensemble des résidents, des citoyens. Évidemment, à travers cette consultation-là, on s'est pas qu'on s'est rendu compte, mais on a eu beaucoup de l'input des gens, en fait, dans des quartiers qui sont plus touchés, là, notamment le quartier Saint-Roch, également ici dans Beauport, là, proche dans le secteur du parc Boisvert. Donc, c'est ça. Donc, on est allé rencontrer quand même des experts de vécu. On a réussi à rejoindre 25 participants de différents profils et parcours. Excuse-moi, Alexandra, oui? juste vous dire que les gens à la maison, on ne voit pas malheureusement l'écran. On ne voit pas la présentation. Désolée. Voilà, merci. OK. Parfait, merci. On avait rencontré aussi, là, on a fait un atelier ciblé là, pour l'énoncé de vision avec les organismes et les organisations œuvrant en itinérance. Il y a des groupes d'audition qui ont été menés, notamment avec les commerçants là, de la SDC Saint-Roch. On avait diffusé également un questionnaire en ligne pour lequel on a eu plus de 111 répondants. C'était intéressant parce qu'on posait plusieurs questions. C'était beaucoup plus du contenu. On voulait que les gens nous donnent vraiment leurs réponses plus personnalisées. Donc, on leur demandait qu'est-ce que ce serait pour eux une situation de cohabitation idéale? Est-ce qu'ils avaient vécu des situations de cohabitation difficiles? On avait également donné l'opportunité de faire le dépôt de commentaires et de mémoires. Donc, on a reçu plusieurs mémoires et des lettres. Et puis, on a présenté aussi l'ensemble de la démarche à la commission consultative pour une ville inclusive. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de gestes qui ont été posés et c'était beaucoup d'informations qui nous a été données. Évidemment, tout ça, ça m'amène un petit peu aussi là, aux limites et portées de cette démarche de participation publique. Qu'est-ce qu'on se rend compte, évidemment? C'est qu'il y a une pluralité de vécus en lien avec l'itinérance. Il y a d'abord et avant tout tous les vécus là, des personnes en situation d'itinérance, mais ça ne vient pas non plus... disons qu'il y avait un équilibre à trouver entre tout le monde, entre ce que les résidents de Saint-Roch avaient à nous dire, entre ce que les organismes avaient à nous dire, et évidemment, au premier plan, les personnes en situation d'itinérance. On le constate aussi, là, puis ça fait un peu... ça va un petit peu de... on nous a fait peur beaucoup de situations qui sont en lien avec l'itinérance visible, mais ça n'empêchait pas que
nous, la Ville, on prend évidemment en compte là, toutes les autres formes d'itinérance qui existent. On n'exclut pas là, du tout ça. Et puis, il y a évidemment aussi là, des limites assez... il y a une question de compétences municipales. Donc, il y avait certaines limites liées. Là, quand on a reçu beaucoup en fait, de recommandations. Il y a beaucoup de choses là-dedans que la Ville ne peut pas nécessairement mener, ce qui nous rappelle là, toute l'importance du travail là, de concertation avec tous les acteurs qui doivent s'impliquer là, dans cette fameuse lutte à l'itinérance. Voilà. Donc, ça m'amène en fait, comme j'ai mentionné, là, on a reçu beaucoup de recommandations. Ces recommandations-là, ma collègue, elle va en reparler en fait quand elle va présenter la vision préliminaire. Elle va nous faire part un peu, qu'est-ce que les citoyens nous ont dit, qu'est-ce que les organismes nous ont dit et aussi qu'est-ce que les personnes en situation d'itinérance nous ont dit. Mais j'avais quand même envie de vous faire part un peu là, de grands constats qui ont été faits pour nous et qui étaient pertinents, là, je pense, pour la suite des choses. On a reçu beaucoup d'inputs. On sait que c'est un sujet qui est assez difficile. Donc, le premier qui est ressorti, là, c'était, je l'ai intitulé « Empathie, approche communautaire et mobilisation de la communauté ». Il faut d'abord savoir et avant tout que la plupart des personnes qui ont participé, surtout, je pense surtout au formulaire, ils nous ont fait part vraiment d'une grande empathie qu'ils éprouvaient là, envers les personnes en situation d'itinérance. Plusieurs nous ont témoigné aussi, nous ont dit qu'ils avaient un manque de connaissances par rapport à ce phénomène-là. Ils se demandent qu'est-ce qui pousse ces gens-là vers la rue. Il faut aussi comprendre que dans ce dossier-ci, ce qui était difficile, c'est que pour la plupart des citoyens, côtoyer cette souffrance dans la rue, c'est confrontant. Les gens ressentent aussi une impuissance. Ils ne savent pas comment agir. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à la situation? Plusieurs nous ont évoqué là, justement des inquiétudes par rapport au manque de financement. Ils ont noté que plusieurs citoyens ont l'impression qu'il y a un manque flagrant de services en itinérance à Québec, qu'il y aurait un sous-financement du réseau communautaire, ainsi qu'un manque d'intervenants qui serait, puis ils ont mentionné un manque d'intervenants payés adéquatement. Puis cela, ça vient mettre en danger la santé et la sécurité des gens qui vivent dans la rue. Puis plusieurs aussi nous ont évoqué, ne faut pas non plus normaliser cette situation-là. Un commerçant là, il nous disait, faut pas qu'on se mette à dire « Ah, c'est la rue du Pont, ah, cette situation est normale, on agit différemment que si c'était une autre rue. » Donc, il ne faut vraiment pas normaliser cette situation-là. Puis, les gens ont aussi demandé une approche de concertation avec le milieu communautaire, les citoyens, le CIUS et tout autre acteur impliqué. Une autre thématique importante là, qui est ressortie de cette démarche de consultation publique-là, on nous a fait part, en fait, d'une absence, une absence d'écoute et d'échange. On nous a évoqué là, un contexte où est-ce que les échanges, par exemple, des citoyens vers la ville ou des citoyens vers les organismes communautaires seraient très difficiles. Ça nous amène un petit peu là aussi la participation, tous ces échanges-là, en fait, c'est que d'abord et avant tout, même les personnes en situation d'itinérance, elles n'ont pas l'occasion, en fait, de beaucoup participer. On fait des politiques, on fait ci, on fait ça, mais elles n'ont pas beaucoup l'opportunité de participer. Il y a le RAIC là, qui nous évoquait que les personnes en situation d'itinérance, l'énergie qu'elles mobilisent au quotidien pour s'adapter à leur réalité et à leurs besoins de base, les maintient en un mode de survie. Puis ça restreint la possibilité d'entreprendre des démarches pour améliorer leur situation. Donc, on nous a demandé, on nous a dit que la Ville gagnerait beaucoup à mettre en place des mesures ciblées de consultation pour ces personnes-là. On nous a parlé aussi, c'est ça, du dialogue et des espaces d'échange avec la population en général. Les citoyens nous ont évoqué, plusieurs citoyens nous ont évoqué en fait qu'ils se sentent peu écoutés, qu'ils trouvent le dialogue difficile avec les acteurs en place. Plusieurs nous ont dit qu'ils sentent qu'on leur dit qu'ils ne seraient pas assez tolérants. Et là-dessus, une mère de famille demandait, il ne faudrait pas dire aux citoyens qu'ils doivent être plus tolérants devant l'inacceptable.
C'est intéressant parce que l'engrenage là-dessus, ce qu'il nous disait, l'engrenage qui est un organisme qui œuvre dans Saint-Roch, suite à la pandémie et aux enjeux de cohabitation vécus dans le quartier, les citoyennes et les citoyens ayant une adresse fixe dans le quartier ont eu du mal à trouver leur place et à sentir que leur voix comptait. Un sentiment de dépossession et d'impuissance en est suivi. Loin d'améliorer la situation, l'absence d'espace citoyen pour être entendu a entraîné une aggravation des clivages entre les différents camps. Un laisser-aller de cette situation aurait pu être très dommageable pour le milieu. Donc, d'où l'importance de toujours, on nous a évoqué ces situations-là, donc nous, ça nous met la puce à l'oreille pour la suite des choses, pour la création de ces espaces de dialogue pour tous. Puis enfin, je terminerai, là, un autre disons, grand constat qui s'est dégagé, mais c'est toute la question de la cohabitation, de la sécurité, le sentiment de sécurité, et cela face au phénomène de l'itinérance. Les personnes en situation d'itinérance, évidemment, nous ont évoqué, nous ont rappelé, elles sont en fait très vulnérables. On pense à un contexte ici. On nous a surtout parlé en fait d'une conjoncture dans Saint-Roch où est-ce qu'il y aurait un sentiment qu'il y a une hausse peut-être d'actes criminels ou une hausse d'actes de vandalisme. Les gens nous ont beaucoup évoqué ce type de situation-là. Dans ce contexte-ci, on voulait, les personnes en situation d'itinérance nous ont rappelé qu'elles étaient très vulnérables, en fait, elles-mêmes aux actes de violence. Elles ont évoqué plusieurs situations, mais juste pour évoquer aux gens qui nous écoutent, les personnes en situation d'itinérance au quotidien, elles doivent mettre en branle des stratégies pour rester éveillées. Donc, elles ne peuvent pas, elles n'ont pas le droit au même repos que nous. Elles ont parlé de beaucoup de situations, elles ont beaucoup de peurs liées au vol des faits personnels. Certaines d'entre elles, j'ai en tête un témoignage, mais elles doivent choisir entre rester dans un logement avec cette personne-là devait choisir entre rester dans un logement avec de la violence ou sinon s'exposer à la violence de la rue. Puis, on nous a évoqué plusieurs situations aussi, des personnes en situation de crise dans la rue ou de désorganisation. Mais juste de se rappeler que les personnes en situation d'itinérance se sont aussi en danger face à ces personnes-là. Et puis, elles ont une impression que beaucoup de ressources leur sont destinées à ces personnes qui seraient tout ça nous ramène finalement à cette question du manque de ressources. Comme je l'ai mentionné, les personnes, les gens qui ont participé, j'ai surtout en tête le questionnaire, mais également les groupes de discussion. Mais on nous a évoqué beaucoup la question de la cohabitation puis le sentiment de sécurité dans Saint-Roch. On nous a évoqué, entre autres, un sentiment d'omniprésence. Il y aurait une omniprésence de l'itinérance, ce qui est confrontant pour les personnes qui résident dans Saint-Roch. On nous a demandé à cet effet-là peut-être de songer à des alternatives, à des solutions, comme décentraliser les ressources. Je l'ai mentionné avant, mais c'est ça, il y a cette conjoncture particulière en ce moment, peut-être dans Saint-Roch. Et donc, il y a une impression généralisée de la hausse de la criminalité et du vandalisme, mais il faut se rappeler que cette situation-là n'est pas nécessairement liée à la plus forte présence d'itinérance dans le secteur. Ça pourrait être d'autres motifs. Les gens nous ont évoqué que cela affectait en fait la qualité de vie et le sentiment de sécurité. Voilà. Puis on nous a évoqué plusieurs situations inconfortables, la question des attroupements, certains groupes de personnes en situation d'itinérance ont des chiens, il y a le phénomène de la quête, etc. Puis, ils se sentaient peu outillés pour interagir. Et là-dedans, comme je l'ai mentionné plus tôt, tout ce contexte où est-ce que les échanges seraient difficiles avec la ville et les autres acteurs dans ce milieu-là. Puis, à ce sujet-là, l'engrenage disait dans son mémoire, c'était bien intéressant, bien des enjeux actuels de cohabitation pourraient être résolus par une réponse au manque de ressources. Il donnait quelques exemples. Le manque de ressources la nuit et la fin de semaine, hébergement, milieu de vie, soins, le manque d'accès à des installations sanitaires, les failles dans le continuum de soins en santé mentale, les difficultés d'accès à des ressources en désintoxication, le manque de ressources à haut seuil d'acceptation, la difficulté d'adaptation des ressources dans un contexte qui est en constant changement.
Donc, voilà, on nous a évoqué d'autres situations aussi là, de sécurité, notamment la sécurité des femmes. Les commerçants nous ont évoqué des enjeux de rétention de la main-d'œuvre. Puis, de revoir aussi là, toute la question de l'approche policière. Certains nous demandaient davantage de répression, alors que d'autres personnes étaient plutôt d'avis que la police devrait avoir une présence, une approche plus communautaire. Donc, c'est un petit peu là, les grands constats qui se sont dégagés, en fait, de ce que les gens nous ont communiqué. On trouvait ça important là, de le mentionner ce soir parce qu'on nous avait évoqué justement cette difficile échange. Donc, on l'évoque ce soir, mais tout ça, on avait tous ces témoignages-là en tête au moment là, d'élaborer la vision. Donc, Karen, je te laisserai enchaîner avec la présentation de la vision. Merci. Je m'excuse, moi, je vais juste me tenir davantage debout. En fait, de ce qu'on a compris quand même, là, il y a certaines personnes ici qui ont pris le temps justement soit de lire tout ça. On va quand même faire un résumé pour bien placer le contexte dans lequel se trouve cette vision préliminaire en matière d'itinérance. On met beaucoup d'emphase sur le mot préliminaire. Mme Boucher l'a bien expliqué. L'idée derrière ça, c'est d'arriver avec un canevas, avec une base qui va nous permettre d'aller encore plus loin. La première rencontre en février, on présentait un peu, bien, voici ce que la Ville fait en ce moment. On avait envie d'entendre l'ensemble des préoccupations, les pistes de réflexion. On a, comme ça a été mentionné, on a regardé, on a lu les mémoires, on a pris en considération ces éléments-là pour arriver à proposer un canevas qui s'inscrit aussi dans les possibles du côté de la Ville. Ça a été une démarche de participation publique quand même assez rapide et c'est pour ça qu'on se donne une occasion aussi de refaire une autre étape pour vraiment aller encore plus loin. Et contrairement peut-être là, à d'autres visions, si vous avez déjà participé à des activités justement de participation publique autour de Vision Ville, des fois, c'est déjà des documents qui vont partir d'un document existant. On fait une base, on est en mesure de faire une mise à jour, tout ça. Au niveau de l'itinérance, on n'avait pas encore une vision clairement établie. Donc, c'est vraiment une première étape. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un format préliminaire. Ce qui est à l'intérieur de ça, évidemment, peut être, et on l'espère, être bonifié, amélioré pour s'assurer vraiment qu'on réponde aux besoins de l'ensemble de la population. C'est tout le monde qu'on a tenté d'aller rejoindre aussi avec cette démarche-là. Et c'est vraiment dans un souci d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble des citoyens également. Tu le veux-tu? Évidemment, on est au niveau de la vision, on se dit en 2030, les efforts collectifs, il y a vraiment une importance là-dedans de devoir agir ensemble, collectivement, pour pouvoir justement agir au niveau de la lutte à la pauvreté, en matière d'itinérance aussi. Et surtout, c'est de mettre en place des solutions qui vont être durables, qui vont s'inscrire dans le temps. L'objectif avec cette vision-là, oui, mettre fin à l'itinérance, contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens vulnérables et à l'ensemble des citoyens. On s'est donné 2030 pour se dire, on se projette dans le temps. Donc, le souhait, c'est ce que vise une vision, hein? C'est vraiment d'exprimer le souhait et par la suite de mettre les moyens pour y arriver. C'est vraiment des travaux collectifs et une mise en place de solutions durables dans une perspective de mettre fin à l'itinérance. On vous parle aujourd'hui de la vision. C'est quand même important de rappeler que tout ça ne se fait pas au détriment de ce qui existe déjà en termes d'offres de services, en termes d'intervention et surtout pas au détriment non plus des personnes elles-mêmes qui vivent ou auront à vivre une situation d'itinérance. Donc, on s'assure quand même que cette vision-là de mettre fin, donc de réduction,
va quand même se faire en complémentarité avec ce qui est déjà en place. Au travers de la participation publique, ce qu'on a vraiment entendu, on a tenté de le replacer au niveau de 5 axes prioritaires. Un des axes, c'est vraiment le filet social renforcé. Donc, c'est tout ce qu'on a entendu qui concernait, entre autres, l'offre des organismes communautaires. Comment on arrive justement à venir supporter, autant pour éviter que des gens se retrouvent à la rue, mais aussi de contribuer à sortir davantage de personnes de la rue. La cohésion sociale, la cohabitation, la sécurité, c'est vraiment tous les éléments en matière de sécurité urbaine, entre autres en matière d'aménagement, qui vont contribuer à l'amélioration de la qualité de vie pour tous. Et c'est beaucoup sous cet angle-là, ce qu'on a entendu, ce que Alexandra a nommé par rapport à une crainte. On l'a entendu, il y a des gens des fois qui vont avoir peur de sortir, donc ce sentiment d'insécurité-là nuit considérablement à la qualité de vie de l'ensemble des citoyens. Donc, c'est vraiment là-dessus également qu'on veut agir. Un toit pour tous est au centre parce que bien que le fait d'avoir un toit, ce ne soit pas la seule chose nécessaire pour sortir de l'itinérance, ça demeure quand même au cœur. S'assurer que les gens qui peuvent en ce moment être en instabilité résidentielle puissent stabiliser leur situation, mais aussi qu'on puisse offrir des opportunités rapidement à des gens qui tomberaient en situation d'itinérance pour qu'ils puissent en sortir. L'intégration, l'inclusion, la participation sociale, on a entendu plusieurs personnes, je dis entendu, mais aussi lu au niveau des commentaires, toute la question de l'intégration, l'inclusion, la participation. Il existe aussi des approches, entre autres, de travail alternatif à la journée. C'est tout ce qui va s'inscrire dans un processus de réaffiliation. Donc, on est, oui, un toit. Il y en a certains, quand on a rencontré les experts de vécu, qui disaient, moi, tu as beau me donner un toit, si je me retrouve tout seul dans mon 3,5 à ne pas savoir quoi faire. Donc, il y a ce besoin-là de pouvoir aussi contribuer, participer à la vie sociale. Puis on en voit en ce moment différents projets, certaines personnes qui sont un peu plus éloignées du marché du travail, mais qui vont avoir une opportunité, une première avec des adaptations et qui vont aider aussi à atteindre cet objectif-là. Et finalement, l'agir ensemble, c'est vraiment ressorti aussi beaucoup dans les consultations. C'est bien beau la ville, ça va prendre d'autres mondes. Puis c'est pas vrai que la ville, elle va être capable de tout faire ça tout seul, puis on en est conscient. C'est pour ça aussi qu'il y a une importance qui est mise du côté de l'agir ensemble, le développement de partenariats, le renforcement aussi de certains partenariats qui est au niveau des axes. Dans les conditions de succès, ça a été nommé, Alexandra, entre autres, oui, il y a une diversité de parcours. On ne peut pas dire une personne, toutes les solutions qu'on met en place fonctionneront peut-être pas pour toutes les personnes. Donc, ça prend une diversité de services, de réponses pour vraiment répondre aux besoins. Il y a aussi une importance de reconnaître que le réseau de la santé a un rôle majeur à jouer aussi. Donc, c'est toute l'idée de travailler en collaboration, en partenariat et reconnaître cette contribution-là. L'expertise, évidemment, des organismes communautaires qui se sont engagés. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé également avec eux et qui nous ont, comme tous les citoyens qui ont contribué aussi au formulaire, ils nous ont vraiment alimenté sur différentes pistes aussi qu'on pouvait mettre de l'avant. L'importance de maintenir des espaces pour assurer le dialogue en continu avec les citoyens. Donc là, c'est bien, on a fait une consultation. Le souhait, c'est de pouvoir maintenir aussi, puis ça va être une des conditions gagnantes si on veut y arriver. Améliorer la connaissance en continu du phénomène, documenter davantage le phénomène. Évidemment, c'est des conditions qui sont nécessaires. C'est un phénomène qui a évolué constamment et un peu plus rapidement il y a
à connaître, comprendre aussi davantage pour être capable de mieux prévenir et surtout mieux intervenir. Puis quand on parle de documenter, il y a une préoccupation quand même d'être en mesure de mesurer, je vais dire comme ça, mais d'être capable d'apprécier. Est-ce qu'on s'est amélioré? Est-ce qu'on vit des succès? Est-ce que ça va mieux? Donc, c'est vraiment ce qui est souhaité. Évidemment, un des défis qu'on a en ce moment, c'est le dénombrement. Pour certaines personnes, il y a le dénombrement qui s'est fait en matière d'itinérance en 2018. Le dernier s'est fait en 2022. Les résultats sont attendus à l'automne cette année. Donc, c'est certain que ça va nous aider aussi à mieux comprendre, à avoir une base aussi plus récente, je dirais, avec laquelle travailler. Excuse-moi, je n'avais pas... filet social renforcé. Ce qui est souhaité, c'est de contribuer justement au renforcement du filet social auprès des personnes en situation d'itinérance ou à risque dans une perspective de mieux-être collectif. Donc, comme on nommait, c'est ressorti au niveau des consultations, toute la question de l'importance du réseau communautaire, d'avoir davantage de services diversifiés aussi, qui soient répartis également sur le territoire en fonction des besoins qui sont présents, d'arriver également là, à sortir d'une logique d'urgence. Donc, de quelle façon on va pouvoir appuyer des initiatives qui vont s'inscrire sur du long terme? Ça réfère quand même à la vision qu'on a d'inscrire des actions, des solutions qui vont être durables, donc qui ne sont pas en fonction des saisons ou quoi que ce soit, mais qui vont vraiment permettre d'atteindre les objectifs. Je le lirai pas au complet, là. Je vous le fais en résumé. La cohésion sociale, la cohabitation, la sécurité, ce qui est vraiment visé, c'est des milieux de vie sécuritaires et inclusifs qui vont contribuer à renforcer la cohésion sociale. C'est vraiment lié cet axe-là à toutes les préoccupations, que ce soit par rapport à la sécurité elle-même, des situations de violence qui ont été vues, vécues, des insécurités, des gens qui sortent plus le soir, tout ça. Donc, c'est de quelle façon, par l'aménagement, entre autres, par des mesures en matière de sécurité urbaine, on arrive à maintenir, à développer, à créer des milieux de vie qui soient sécuritaires et inclusifs. Au travers de ça, on a également toutes les approches de médiation sociale, de voisinage qui sont mises de l'avant aussi dans cet axe. Un toit pour tous. Comme on le disait, c'est vraiment le cœur. À Québec, on a déjà une vision de l'habitation. Donc, évidemment, il y a quelques éléments qu'on a pu s'inspirer, des actions aussi qu'on a souhaité mettre de l'avant dans la perspective de la sortie de l'itinérance, de mettre fin à l'itinérance. Donc, c'est vraiment une augmentation de l'offre de logements sociaux communautaires et abordables, ainsi qu'un accompagnement adapté aux besoins des personnes. Quand il est question d'augmenter l'offre, oui, c'est nécessairement un élément qui est ressorti dans les consultations. Ça prend plus de logements, ça prend plus de maisons de chambre, ça prend plus d'hébergement, tout ça. Il faut simplement s'assurer que le développement soit fait aussi en fonction des besoins, que ça réponde aussi aux différents besoins. On avait des personnes en situation d'itinérance, par exemple, qui disaient un défi de trouver des 3,5. Donc, des 3,5, personnes seules, c'est plus rare, tout ça. Donc, comment on veille à ce que l'offre puisse répondre justement aux besoins des personnes? Il y a aussi différentes mesures que la Ville a en ce moment qui peuvent aider à augmenter cette offre-là. Il y a également toute la question du maintien, de mettre en place aussi des mesures qui vont faciliter le maintien en logement pour les personnes. Donc, on l'a dit tout à l'heure, c'est bien d'avoir un toit. De quelle façon l'accompagnement peut être fait pour s'assurer que la personne puisse être maintenue en logement et une stabilité résidentielle. Ça,
Voilà. Et ensuite, on a l'intégration, l'inclusion, la participation sociale. Ce qui est souhaité, c'est que les personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être ont des opportunités accrues de participer à la vie communautaire et sociale de Québec. Il y a eu plusieurs mentions au niveau justement de la démarche de participation publique sur la question, oui, du revenu, d'offrir des opportunités d'intégration, de travail, de bénévolat, d'implication. On a vu aussi beaucoup au niveau des organismes et également des personnes experts de vécu, la question des pairs aidants. Donc, comment entre eux, il y a un réseau de solidarité qui est nécessaire dans ce lien de confiance-là, puis pour aider aussi à la sortie de la rue, entre autres, et surtout à prévenir dans certaines situations. Donc, c'est vraiment d'augmenter des opportunités de participer aussi, soutenir des projets en collaboration avec les partenaires pour renforcer l'autonomie, le savoir, l'employabilité. On a également différentes approches auprès des jeunes. Donc, comment on prévient davantage en étant auprès des plus jeunes également dans cette intégration-là. On pense entre autres à différents projets qui ont été développés au fil du temps avec les centres, les Carrefour Jeunesse Emploi. J'avais l'acronyme seulement en tête. Donc, qui permettent, dans le fond, de vivre aussi des expériences de travail positives et à ce moment-là, on se retrouve aussi davantage en prévention. Et finalement, agir ensemble, c'est toute la question du renforcement des partenariats nécessaires à l'atteinte des objectifs. Ce sont des commentaires qu'on a entendus souvent dans les groupes, dans des petits groupes de discussion qu'on a eus, au travers aussi des formulaires sur, il faut travailler ensemble si on veut y arriver. La Ville a des leviers, la Ville est prête à mettre à contribution les leviers dont elle dispose pour venir aider, mais évidemment, ça va prendre une collaboration aussi et une implication. Et il y a une importance de reconnaître les rôles de chacun au travers de ça. Dans le fond, la Ville, ce qu'elle souhaite, oui, pour certains dossiers, c'est d'assumer un leadership. Dans d'autres, ça va être d'être directement dans l'action et de pouvoir influencer aussi des choix qui seront faits. Il y a aussi le volet des mécanismes de dialogue. Tout à l'heure, on parlait des mécanismes de dialogue, de discussion en continu avec les citoyens. Il y a également une préoccupation de pouvoir maintenir ces espaces-là aussi avec les organismes pour faciliter aussi la cohésion, la collaboration et la complémentarité. Je pense que ça va. Évidemment, on l'a dit, c'est une version préliminaire. Ce n'est pas un plan d'action, c'est un document qu'on veut utiliser justement pour coordonner nos efforts au niveau de la Ville, oui, à l'interne, avec nos collaborateurs, mais surtout s'assurer que ça vienne vraiment répondre aux préoccupations. Évidemment, on a la préoccupation, en fait, on se dit qu'en venant en appui encore davantage aux personnes qui sont à risque d'itinérance, qu'on puisse maintenir justement au niveau logement, tout ça, ça vient contribuer à la qualité de vie des citoyens à Québec. On se dit également qu'en offrant des services, en les maintenant pour les personnes qui, pour plein de raisons, se retrouvent en situation d'itinérance, on vient contribuer à la qualité de vie aussi de l'ensemble. Et surtout, la perspective qu'on se donne, c'est vraiment de veiller à ce que, oui, une personne peut en arriver là, mais maintenant, quelles sont les opportunités, quels sont les choix qu'on peut lui donner pour qu'elle puisse sortir de cette situation-là. Je suis correcte. Dans le fond, aujourd'hui, puis là, je lancerai une des préoccupations qu'on a, c'est justement de pouvoir vous entendre.
C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres des étapes de consultation. Un des souhaits qu'on a à partir du canevas qu'on propose, c'est de pouvoir travailler différents thèmes. C'est de pouvoir aller approfondir aussi des éléments. Donc, l'objectif sur l'échange aujourd'hui, si je vous le lance, vous pouvez aller là-dedans ou aller ailleurs, mais ce qu'on aimerait pouvoir entendre, c'est est-ce qu'il y a des éléments que vous dites, ça, il faut vraiment continuer à le mettre de l'avant, pour moi, c'est prioritaire? Est-ce qu'il y a justement des incontournables? Est-ce qu'il y a des éléments aussi que vous sentez peut-être un peu moins, que vous auriez aimé qu'il y ait soit plus de mordant ou que vous voyez tout simplement pas? Donc, des éléments qui ne se trouveraient pas. Ça va? Oui, aussi. Merci. Également, là, pour les gens à la maison qui aimeraient ça participer, ça serait vraiment cool. En fait, pour nous, les gens en salle, si vous souhaitez ouvrir votre caméra, ça va être bien intéressant parce que nous autres, ça nous permettrait de vous voir, de rendre la séance un petit peu plus vivante. Mais si vous êtes plus à l'aise de fermer votre caméra ou d'envoyer vos commentaires ou vos questions dans l'outil questions et réponses, ben, on va prendre toutes les interventions. Gens de la salle, est-ce que vous avez des questions, des recommandations, des commentaires pour nous? Oui, monsieur? On pourrait circuler en fait aussi le... Non. Ah, on ne peut pas. Ah, bon. Vos élus sont ici. On accueille vos commentaires aussi. Je pourrais parler très longtemps. J'ai pu consulter une panoplie d'études et de recherches et tout, là, mais je vais me concentrer sur la vision, je dirais, citoyenne. Je vais laisser une armée de professionnels qui travaillent là, sur la prise en charge des personnes en situation d'itinérance. Donc, il y a une chose que j'aimerais, qui manque peut-être, puis je sais que ça ne touche pas uniquement le Simon Gauthier. Mon nom, Simon Gauthier. Donc, je sais que ça ne concerne pas uniquement la ville. J'en suis très conscient, ça concerne le fédéral, le provincial. Qu'est-ce qu'on va faire avec, puis je vais le mettre entre guillemets, puis je peux l'expliquer après, là, mais je pense que je vais être assez poli en disant avec les personnes irrécupérables. Éric Boulay estime environ 5000 personnes qui fréquentent son établissement, puis il estime, de mémoire, c'est 4 de cas très, très lourds. Je pense qu'il parlait de 10 à 12 de cas lourds de toxicomanie santé mentale. Donc, on est pris avec un 4 avec lequel personne ne sait quoi faire. Et comme résident, ce sont ces 4 %-là qui viennent miner à peu près tous les efforts, autant du niveau communautaire que notre vie, nous, de citoyens. Je pense que c'est connu. Par contre, il n'y a personne qui sait quoi faire. Donc, c'est pour ça que je disais, je sais que je suis au courant. C'est également le provincial. Il y a peut-être cette tangente-là qui n'est pas abordée parce que demain matin, même si on sort 50 % des gens dans la rue, notre vie en tant que citoyen, dans le Saint-Roch du moins, est la même. J'ai parlé de 4 % de 5 000. Là. Les 4 800 autres itinérants, on les accueille à bras ouverts. Ils ne sont pas problématiques dans Saint-Roch. C'est un problème avec les cas très lourds de santé mentale et ou de toxicomanie. On se lance l'affaire. Puis j'étais content qu'on aborde le sujet aussi. C'est un problème qui nous touche, nous, les citoyens, mais aussi les personnes vulnérables. J'ai plusieurs itinérants qui m'ont mentionné, je dis plusieurs, 3 exactement, qui m'ont parlé de leur vie autour de l'Aubrivière ou à l'intérieur de l'Aubrivière. Il y en a un qui arrivait de la Gaspésie, je m'en rappelle. Il me dit « Je ne retourne plus jamais là, c'est une place de fou. » Il y a un problème de violence à l'intérieur, on accumule les commentaires. Donc, puis ça, la violence, encore une fois, j'en reviens avec des cas très, très lourds au sein qui fréquentent soit l'Aubrivière ou le secteur de l'Aubrivière. Donc, c'est ça que je ne vois pas nécessairement. Si on veut améliorer, surtout le point 2, quand même que je le dis, je commence déjà à me répéter, qu'on sort 50, 60, 70 %, ce serait un miracle, ça serait incroyable et je le souhaite fortement. Mais si on reste avec les 200 mêmes cas très, très problématiques, on va être à la case 0 pour nous, les citoyens, en 2030. Donc, c'est un peu ça que j'aimerais qu'il soit peut-être étudié, puis naturellement avec d'autres paliers de gouvernement. Donc, ça résume. Merci. Merci beaucoup, M. Gauthier.
Karine, est-ce que tu souhaiterais réagir? Non? Ça va, moi, en ce moment, je prends. On prend le. Parfait. Oui. Merci. Est-ce qu'on aurait d'autres interventions? Madame? J'ai une question pour vous, Madame Mauger. Au fond, je me demandais, là, au début, vous avez parlé là, qu'il y a des citoyens qui évaluaient qu'il y avait une hausse d'actes criminels là, dans le quartier Saint-Roch en particulier. Je me demandais si on avait des données par rapport à ça, là, des données probantes, là, finalement, là, du service de police, par exemple, quelque chose comme ça. Puis quand on parle d'actes criminels, là, tu sais, on s'entend sur le code criminel, là, pas nécessairement des incivilités ou des trucs comme ça. Fait que je me demandais s'il y avait des données probantes ou c'était une impression qu'il y avait une augmentation. Bien, là, c'est sûr que c'est des questions délicates. Ben, C'est pas un rapport. en fait, à l'heure actuelle, cette première version-là est vraiment basée sur la participation publique. Donc, ce que les gens nous ont rapporté, évidemment, il y aura tous les croisements, là, puis d'ailleurs, on va présenter aussi les prochaines étapes. Il y a toute une notion au niveau des cibles qu'on va se donner également. Donc, ça va être une collecte de données aussi pour assurer un croisement. Mais on voulait vraiment, dans un premier temps, partir de ce que les gens qu'ils vivent au quotidien, autant les experts de véhicules, les citoyens, ce qui nous ramène. Puis, pour arriver à cette base-là, puis on va tomber dans les prochaines étapes par la suite. Donc, ça va être à Ben, j'avais monsieur ici aussi. Peut-être prendre monsieur. J'ai monsieur en arrière, puis ensuite j'aurai vous, madame. Pour l'instant, je ne vois pas d'intervention en ligne, mais Anne, n'hésite pas là, à m'interrompre au besoin. Alors, Monsieur? bonjour, Stéphane Leblond, commerçant dans Saint-Roch. Moi, je travaille dans Saint-Roch depuis 44 ans et quelques jours. Et l'axe qui m'intéresse, c'est la sécurité. Parce que pour l'avoir vu depuis 44 ans, il y a une augmentation depuis 2 ans et demi, là, une augmentation marquée de la criminalité, le vandalisme, les agressions, l'intimidation. J'ai des employés l'hiver qui veulent partir plus tôt parce qu'ils ont peur de se faire agresser dans le stationnement. On le vit. Puis, le phénomène qui n'est pas adressé dans votre vision, c'est il y a un grand supermarché de la drogue à ciel ouvert qui est au Carré Lépine. Puis ça, c'est toléré par la police de Québec. Il y a des transactions de drogue en plein jour. Les vendeurs ne se cachent même plus. Ça se fait en face des chars de police. Puis moi, je trouve ça épouvantable. Puis c'est tellement connu qu'il y a des groupes criminalisés de Montréal qui vont s'installer ici à Québec et on va se ramasser avec une guerre de gang. Je veux savoir pourquoi la police n'agit pas. Ou c'est juste quand M. Villeneuve fait des interventions au conseil municipal, comme au mois de septembre, puis là, il y a eu 23 arrestations, mais on n'a rien vu depuis ce temps-là. Alors, qu'est-ce que la police de Québec fait? Je sais pas. Il y a peut-être un petit mot. On m'a dit quoi? Je pense que ça fonctionne. En fait, aujourd'hui, je sais que je ne répondrai pas à la question que vous me posez actuellement. On parle de la vision de l'itinérance. Je comprends quand vous nous ramenez ce que vous vivez dans le centre-ville, quand vous parlez de problèmes au niveau de la drogue. Vous le savez, on en discute. Il y a un comité même dans Saint-Roch qui a été créé avec le conseil de quartier pour ça. On a des lieux pour ces discussions spécifiques. Aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment la vision de l'itinérance. Puis, je voudrais surtout pas qu'on mette tout dans le même panier. Parce que non, ce n'est pas nécessairement une personne en situation d'itinérance qui vend de la drogue, par exemple, ou qui fait vivre cette situation-là. Et ça n'enlève pas du tout ce que vous vivez dans votre milieu. Ça ne change. En fait, ce que je veux vous dire, c'est important. C'est un élément que vous vivez qui est très important, mais ce n'est pas nécessairement lié à une vision de l'itinérance parce que ce n'est pas nécessairement des personnes en situation d'itinérance qui vendent de la drogue ou qui achètent de la drogue. Et certains l'ont déjà mentionné d'entre vous,
les personnes en situation d'itinérance sont aussi vulnérables dans cette situation-là. Donc, pour nous, c'est important. Vous avez vu dans certains des axes, l'axe de la sécurité est important. Donc, l'axe de sécurité est important, mais on n'a pas identifié proprement dit le marché de la drogue ouvert dans cet axe-là parce que, comme je vous dis, là, il y a un lieu avec lequel on en discute. Puis là, c'est vraiment l'aspect d'itinérance pour atteindre l'itinérance zéro, finalement. Donc, je sais que ça ne répond pas spécifiquement à ce que vous nous adressez actuellement, mais on n'est pas... C'est pas le lieu où on vient discuter de qu'est-ce que la police fait dans des situations de vente de drogue. Là. On n'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas ce lieu de discussion-là. Parfait. J'avais monsieur en arrière ici, puis je vais me permettre, j'ai une main à lever en ligne. Peut-être que je vais prendre monsieur, puis ensuite la madame en ligne, puis vous après. Ça vous va? Parfait. Bonsoir tout le monde. Merci aux citoyens qui sont présentés ici ce soir. Moi, je me suis inscrit à la dernière minute. Mon nom est Patrice Fortin, j'ai été candidat à la mairie à la dernière élection, fantôme comme d'habitude. Maintenant, je suis allé à la réunion qu'il y a eu au Parc Victoria. Et je n'ai pas déposé de mémoire, mais on m'a dit que c'était enregistré. Mais en lisant rapidement votre document, je me suis aperçu qu'il n'y a aucun de mes propos qui ont été rapportés dedans. Alors, pour moi, ça devient bidon à ce moment-là. Je vais vous jamais m'expliquer si vous me permettez. Quand je suis allé au Parc Victoria, je leur ai dit, on ne pourrait pas revoir un peu la façon de compter. Puis j'en ai parlé à la radio, à Radio X le soir, où j'ai demandé à un animateur, où semble-t-il, on aurait 3000 sans-abri au Québec. Si on avait pris le 32 millions qu'on a donné à l'Aube-Rivière et on l'aurait réparti parmi les 3000 sans-abri, combien que ça aurait donné d'argent? Et quelqu'un nous a rappelé pour nous dire, M. Serge Gagnon, qui est parti, qui est décédé aujourd'hui, que ça représenterait 100 000 $ par individu pour les 3000 qui sont là. Alors, je ne comprends pas qu'on continue toujours à calculer de la même façon. Tu sais. On n'est pas capable de sortir. Parce que là, je me rends bien compte que ce n'est plus, comme je disais à l'époque, une industrie de la pauvreté, mais c'est réellement un empire, et on ne veut vraiment pas qu'on s'en sorte. Parce que, tu sais, des gens peuvent être sans abri ou sans domicile fixe, puis pas vouloir en parler parce que c'est qu'on ne veut pas retourner là-dedans. Tu sais, moi, là-dessus, ce que je voulais vous amener comme témoignage, c'est que j'ai été, là, près de 3 semaines, une journée porte ouverte avec la maison de l'Aube-Rivière. On a eu notre député qui est venu faire le kit Kodak, prendre des photos, mais il n'est pas venu manger avec nous ce qu'il avait à manger. Moi, j'y allais le 10 ans. Je me suis aperçu qu'après le 32 millions, là, la soupe était toujours pas plus mangeable. Je me suis dit, c'était un cas quasiment de Sœur Angèle, Ricardo, qui pourrait donner un peu de temps. Moi-même, je pourrais y aller, je fais de la bonne pizza. Je ne sais pas s'il aimerait mes recettes, mais bon. Ou le chef suisse dans le Muppet Show. Lui, il te ferait tout sauter ça n'a pas de mot à dire bon sens. L'autre point que je voulais emmener aussi, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé que ce serait une problématique à Beauport, au parc Boisvert. Je ne sais pas où se trouve ce parc-là. Là. Je ne connais pas tout Beauport au complet. Là. Mais moi, il y a une chose, je n'en reviens pas. OK? Quand j'arrive au coin de Seigneurial, puis de Louis XIV, on a un banc que j'ai encore photographié hier, de Calinette, anti-sans-abri. Alors ça, je trouve ça de mauvais goût, mais j'entends personne à la ville se soulever et de dire, écoute, c'est-tu Calinette, c'est-tu propre parce qu'il n'y a pas de sans-abri? Qu'on met des bancs là, je n'ai jamais vu un sans-abri dans ce coin-là. Mais tu sais, c'est toutes les petites affaires qu'on pourrait faire des fois pour faire virer ça de bord. L'autre affaire que je termine là-dessus en disant, quand vous faites une consultation, c'est bien beau, vous allez voir tout le monde. Est-ce que vous êtes allé à l'Aube-Rivière rencontrer les gens, ceux qui couchent à l'extérieur, où on a mis un chose à vélo là, en plein milieu, comme si on marquait un tic-tac-toe, on peut vous voir là. Je ne sais pas si vous êtes allé consulter les gens là-bas. Puis est-ce que vous êtes aussi au courant qu'il y a probablement un système financier qui va peut-être changer la donne au niveau mondial, que le système quantum, ça avec. Alors peut-être qu'on perd notre temps de parler de ça ici. Si on allait s'informer, faire plus davantage de recherches, puis on pourrait traduire ce qui se passe du côté, c'est mondial avec les pays des BRICS. Puis j'allais même reprocher hier à la radio, je dis des fois vos sujets, ils reviennent toujours sur le tramway dans le jour, mais ils ne parlent pas des enjeux plus internationaux. Là, tu sais. Alors c'est tout ça ma question. Mais j'espère, je termine là-dessus, que là, ce soir, on va la prendre en considération, l'histoire que je vous dis, si on prenait ces 32 millions-là dans l'avenir, puis on le répartissait parmi tous les sans-abri, il n'y en aurait plus de problème. Tu sais, ce n'est pas difficile à comprendre, mais je n'ai pas fini l'université, puis je le comprends. Alors, je suis venu vous le témoigner ici ce soir. J'espère que d'autres comme moi vont l'avoir compris puis qu'ils vont venir vous répéter la même chose parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. On aurait bien beau faire un autre Aube-Rivière qu'en passant, on n'avait pas consulté les gens du coin suffisamment à l'époque. On a vu ce que c'est que ça a donné.
On ne pourrait pas aussi penser à des affaires comme là, des terres de charité, là, faire peut-être quelque chose pour eux là, qui retourneraient ceux qui veulent retourner en campagne. C'est pas toujours dire. Moi, quand j'entends les gens disent ils ont voulu être là. Non, j'en parle avec plein de sans-abri, puis ils ne veulent pas tous être là. Mais on ne leur donne pas d'opportunité, ben. Il y en a peut-être qui aimeraient retourner vers la campagne s'il y avait quelque chose qui s'offrait à eux aussi. Là, en tout cas, je vous remercie, puis j'espère que d'autres vont venir témoigner. Merci. Merci à vous. Merci. Puis, il y a peut-être un élément là, que je voudrais quand même peut-être juste préciser. Oui, on a quand même pris les commentaires. On en a reçu beaucoup par rapport aux revenus, par rapport aux investissements. On a dû quand même se recentrer aussi sur ce que, comme ville, on pouvait faire. Mais évidemment, le point sur lequel vous avez terminé, en tout cas, j'espère que vous le retrouvez au niveau de la vision qui est de pouvoir justement offrir d'autres opportunités. Parce qu'effectivement, on est allé les rencontrer, puis on n'est pas dans l'idée de les gens qui sont là, ils sont par choix, mais plutôt par absence de choix. Donc, c'est vraiment de pouvoir offrir des opportunités. Mais merci pour vos commentaires. Merci. On avait en ligne. Anne. Oui, alors, Madame Hamelin, vous pouvez juste réactiver votre micro. On est prêt à entendre votre question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Oui, bon. D'abord, merci de me donner la parole. Malheureusement, je n'ai pas pu me joindre à vous. C'est un sujet qui m'intéresse quand même beaucoup. J'en côtoie moi-même. Là, j'apporte comme deux opinions. Moi, j'étais commerçante, au fait, avant la COVID. Et puis, maintenant, je suis préposée aux bénéficiaires pour le CHU de Québec. Et puis, je côtoie beaucoup d'itinérants aussi à l'hôpital. Des fois, un peu à la blague, sur certaines unités, on dit qu'ils habitent là presque. Et puis, c'est sûr que, tu sais, on dit que souvent, c'est des problèmes plus sociaux que médicaux. Et puis, moi, je me dis, parfois, j'ai observé des gens aussi qui arrivaient, qui viennent à l'hôpital, qui reviennent après 2 mois. Mais ce qui est frappant, c'est que quand ils reviennent, ils sont toujours, excusez de dire comme ça, mais dans des états, je veux dire, physiques lamentables, du fait que au niveau des vêtements, au niveau de l'hygiène, c'est vraiment, c'est que, je vais dire ça comme ça, même si c'est nous, les préposés, on est habitués quand même aux soins d'hygiène des gens, et puis je peux vous dire qu'il y en a certaines qui préféraient sauter leur tour, je veux dire, pour aider ces gens-là, parce qu'il y a vraiment un gros problème au niveau de l'hygiène. Puis moi, comme ancienne commerçante, je me dis, mais tu sais, cette personne-là, là, même si elle part avec un beau CV, aller porter son CV, est-ce que moi, comme commerçante, je l'aurais engagée dans cet état-là pour dans mon magasin? Ben, sans vouloir être plate, je pense, puis je sais que c'est bon. Je sais que je vais apparaître stigmatisante en disant ça comme ça. Comme commerçante, si on recule 5 ans avant, quelqu'un qui arrive comme ça avec des vêtements dans ces états-là, puis souvent une hygiène personnelle vraiment avec ce qui vient avec, là, sûrement que je ne l'aurais pas engagé. Puis là, je me demande, mais est-ce que ce serait possible d'avoir plus d'endroits où est-ce que ces gens-là pourraient laver leurs vêtements, pouvoir prendre des douches et avoir minimum un soin d'hygiène, une coupe de cheveux, ou sans avoir des coiffeurs sur place, là, mais je pense que c'est vraiment comme un minimum qu'ils devraient avoir. Puis je pense que ça pourrait, je sais pas, oui, un toit, c'est bien, mais avoir une place pour se laver, déjà là, avoir des points, des places, je sais pas, un peu aussi même système que camping ou quoi que ce soit, là, mais des places carrément pour pouvoir aller se laver, puis pouvoir dire, ben, il va pouvoir être présentable pour aller porter son CV dans la journée, avec aussi tout ce qui va avec, là, maladie et compagnie, là, fait que infection ou quoi que ce soit, là. Fait que je pense que ça serait important d'inclure dans le plan aussi, d'avoir des points tout simplement pour que les gens puissent se laver et laver leurs vêtements, là. Oui, je vais laisser Karine répondre. Oui, bien, en fait, merci pour le commentaire. Attends, le micro ne marche pas. Mon micro ne marche pas. Ah, OK, excusez. En fait, merci pour le commentaire. Puis effectivement, c'est un élément qui est ressorti aussi de la part des personnes en situation d'itinérance ou qui ont vécu une situation d'itinérance sur ce défi-là, d'avoir accès à des installations sanitaires, à des buanderies. Donc,
ça fait partie, là, quand on réfléchit, un volet d'aménagement, de milieu de vie, tout ça, donc à prendre en considération. Donc, effectivement, là, c'est un élément qui est important pour les gens en termes de besoins de base, là, évidemment, tout le plan au niveau des installations sanitaires et tout ça pourra être vraiment inclus au niveau du plan d'action, mais on a le souhait de le considérer là, au niveau de l'aménagement, entre autres. Oui, ben je pense que pour se trouver un emploi, puis même, il serait moins, on va dire, stigmatisable, s'il y aurait un moindre, je sais, c'est peut-être pas tout le monde qui en veut, tout ça, là, mais je pense que ça rejoindrait vraiment cette clientèle-là. Je pense que ça leur donnerait une chance aussi d'être moins stigmatisés. Je pense que ça leur donnerait une fierté personnelle aussi, là, moindrement, puis ça les aiderait aussi à trouver justement un emploi et un logement, là, parce que moi, quand ils arrivent, là, puis je vais vous dire la réalité, là, ils lavent leur chandail ou je lave leur chandail dans le lavabo, puis l'eau sort brune, là. Parce qu'il y a un problème. Là. Je me disais, est-ce que cette personne-là, si elle part avec son chandail dans cet état-là, aller chercher un appartement, aller chercher un emploi, on va se dire, les portes risquent d'être fermées. Là. Parfait. Ben, merci beaucoup. On vous a bien entendu. Merci. Madame? Oui, bonjour, Madeleine Cloutier. Je suis ici pour représenter le député M. Sol Zanetti. En fait, premièrement, je voulais saluer, en fait, moi, un élément que je trouve vraiment très bien dans votre démarche, c'est le fait que vous ayez pris le temps de consulter des personnes qui sont en situation d'itinérance. Je trouve que c'est vraiment important dans cette démarche-là. Je veux vraiment vous féliciter là-dedans. Moi, l'élément, en fait, que je trouve important, c'est dans le volet sécurité, en fait, c'est peut-être de porter une attention particulière dans la réflexion dans le futur de la distinction entre la sécurité et le sentiment de sécurité ou le sentiment d'insécurité. Donc, pour éviter les glissements vers c'est ça, des mesures qui viseraient, qui pourraient être difficiles à vivre pour les personnes en situation d'itinérance, mais qui viseraient d'abord surtout au sentiment d'insécurité et qui ne seraient pas nécessairement en dialogue ou en médiation avec les citoyens et les citoyennes. Donc, de vraiment faire cette distinction-là pour éviter là, les glissements. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. On en était bien conscients, puis je me permets de préciser, Mme Boucher l'a aussi abordé, on a tenu à évoquer, en fait, ce que les gens nous ont partagé. Je l'ai mentionné aussi, il y a la question de la pluralité des vécus. La question du sentiment de sécurité, ben, c'est personnel à chacun aussi. Donc, mais merci là, de la contribution. On prend bien note. Anne, est-ce que tu avais des... J'ai vu monsieur ici. Est-ce que, Anne, on avait des gens en ligne? Oui, j'avais une question écrite, si vous me permettez. Alors, un participant qui mentionne, bonsoir à tous, dans la vision préliminaire, un des points sous l'axe « Un toit pour tous » est la contribution à la mise en place d'un système d'accès coordonné que l'on retrouve également dans le plan du CIUS. Pouvez-vous expliquer ce système? Quelles seraient les contributions de la Ville à un tel système? Et quels sont les objectifs de la Ville avec celui-ci? Donc, expliquer le système et la contribution de la Ville à un tel système et les objectifs de la Ville. Merci. Puis en fait, effectivement, la question du système d'accès coordonné, c'est un élément là, qui est ressorti principalement au niveau des consultations qui ont été faites aussi du côté du CIUS, notamment dans les démarches entourant le parcours résidentiel en itinérance, mais également le plan d'action régional concerté en itinérance dans laquelle la Ville est partenaire. Donc, c'est vraiment à cette étape-ci de s'assurer qu'on puisse travailler ensemble en collaboration aussi par rapport à la mise en œuvre d'un accès coordonné. Et c'est vraiment pour ça que c'est de s'assurer que comme ville, on puisse y contribuer. Évidemment,
on a à travailler ces éléments-là avec nos partenaires là, qui sont nécessaires, autant du côté du CIUS que des organismes. Mais je retiens quand même de cette question-là le besoin d'aller clarifier ce point-là sur la contribution à la mise en œuvre. Donc, on pourra à ce moment-là venir préciser dans une prochaine version de ce que j'entends, de quelle façon, comme ville, on va contribuer les objectifs aussi qu'on se donnera collectivement par rapport à ce point-là. Merci. Monsieur ici? Oui, l'essayer de couper le monter. Bon, je vais respecter vos... Est-ce que vous préférez ne pas être filmé ou c'est parce que vous voulez vous adresser à la salle? Pas filmé, ça serait idéal. Ah, OK. Ben, veux-tu fermer la... Oui, merci. Mon nom, c'est Michel, j'habite Limoilou depuis 25 ans. Je suis originaire de Québec. J'ai travaillé à Montréal quelque temps. J'ai étudié à Laval en communication. J'ai terminé en 80. J'ai connu le début de l'archipel d'entraide. Je ne suis pas un itinérant. Je n'en ai jamais été itinérant, mais j'ai connu des gens marginaux, dont moi-même, de toute ma vie. C'est le point sur la sécurité. D'abord, je vais faire une réflexion pour la madame qui parle de propreté. On se prend de la mauvaise façon. C'est possible que des gens qui couchent dans la rue, qui se promènent dehors toute la journée, qui soient mal propres, je suis d'accord avec ça. Mais tu ne peux pas prendre une personne et dire, regarde, tu vas te laver, puis on va te trouver un emploi dans un magasin demain. Il faut que l'accompagnement soit personnalisé, tu y ailles tranquillement, tu lui trouves un travail qui correspond à ce qu'il veut faire, à ce qu'il peut faire. Si c'est 3 heures par semaine, c'est 3 heures par semaine, c'est tout. OK? Bon, je réponds. Est-ce qu'on a bien entendu ou je dois répéter? Monsieur Loigné du micro. C'est ça. C'est que pour la propreté, c'est fondamental, mais tu ne peux pas, comme j'expliquais, tu ne peux pas dire à quelqu'un qui dort dans la rue toute la journée, ben, regarde, lave-toi, puis on va te trouver un emploi. Non. Tu l'accompagnes tranquillement, tu vas voir quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il aimerait faire. La propreté vient après. Si tu lui trouves un petit travail, même si c'est une demi-heure, 1 heure par semaine, va à tel endroit dans 1 heure, on va t'aider, tu vas avoir un repas, fais quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais faire, téléphoner, n'importe quoi. Puis après ça, la propreté va venir en fréquentant d'autres personnes. Bon, moi, je vais sortir un petit peu du sujet, mais ça reste dans le domaine de la police. Je ne veux pas dire que ça m'est arrivé personnellement, mais ça peut y ressembler. Ensuite de ça, je parlais du microphone. J'ai une petite entreprise en production de musique. Je suis auteur-compositeur. Et je vais lire mon petit texte. Je vais peut-être le mettre en contexte après. Ben, immédiatement. Dans 10 ans, on a changé 3 fois de chef de police. M. Pilon est parti. On l'a presque congédié. Bon, je lis mon petit texte que j'ai fait en 2020. Moi, je suis un auteur. Hein, fait que... Puis je l'ai lu, j'avais une petite chanson sur la police que j'avais composée qui était drôle aussi, mais ça, je ne l'ai pas retrouvé, mais j'ai vu ce texte-là récemment, j'ai dit, tiens, je vais apporter ça. Je pensais qu'aujourd'hui, il y aurait une abondance de gens qui vivent l'itinérance, mais en même temps, je me suis dit à Beauport, à 7 heures, mardi soir, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Puis évidemment, il n'y en a pas beaucoup, mais ce n'est pas grave. Bon, je lis mon petit texte, ça va terminer après ça, puis c'est comme. Je suis ton joujou. Je suis ton bonbon, je suis ton cobaye. Des rencontres trop fréquentes dans des voitures banalisées ou non, et que plusieurs décrivent comme du hasard, pure coïncidence, tu sais bien, toi, qu'elles sont préparées. En effet, dans un sombre bureau, éclairé par la lumière des ordinateurs, pointant nos présences sur un plan de la ville, ne vous en faites pas, les hautes autorités ont leur garde prétorienne. Des gens serviles, discrets, et surtout, sans beaucoup de scrupules. Mais ce n'est pas ça qu'on attend d'eux, davantage. Le cobaye involontaire a une consolation. Il a peu de chances de se faire contrôler directement. On ne veut pas se compromettre. Chez les moins éduqués, on appelle ça des crosseurs. Moi, j'appelle ça des salopards. J'ai parlé à quelqu'un hier à notre sujet. Je ne laisserai pas aller le cheval. Je lui tiens la bride comme on a essayé de me tricoter un gilet qui pouvait m'étouffer. Merci. Merci à vous.
comme on voit, c'est intéressant parce qu'on peut voir justement plusieurs perspectives là, sur le phénomène. Merci. Je pense qu'on a une main levée en ligne. On va continuer sur les premiers tours de parole. Anne. Oui, alors on a Madame Isabelle Langlois. Alors, Madame Langlois, vous pouvez réactiver votre son et on pourra entendre votre question. Voilà, Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? très bien. Oui, parfait. En fait, moi, j'ai pas pris connaissance en profondeur, donc je m'excuse s'il y a des aspects qui ont déjà été indiqués dans votre vision, mais c'est en écoutant les discussions, là, je me suis dit que ça peut être pertinent. Moi, en fait, je travaille social au sein du Service correctionnel du Canada, puis il y a des éléments qui sont venus en tête. Quand les gens parlaient là, d'abord, je pense qu'il y a peut-être un aspect de sensibilisation à faire auprès de la population aussi de qu'est-ce que l'itinérance, puis comment interagir aussi avec des personnes itinérantes, parce quand on ne connaît pas un phénomène, une problématique ou une situation, mais souvent là, les préoccupations embarquent plus rapidement. Donc, pour les quartiers où est-ce que peut-être plus une grande concentration, ça pourrait peut-être être important là, de mettre de l'avant la sensibilisation. Et moi, ben en fait, dans le cadre de mon travail, ce qu'on vit beaucoup, c'est qu'on a peu de temps pour, par exemple, une personne qui est sous sentence fédérale, d'arrimer des services, de créer un filet de sécurité, un filet social autour de la personne avant la fin de sa sentence. Donc, il y a des arrimages, des partenariats qui seraient à développer pour permettre à la personne là, de ne pas se retrouver à la rue. Puis on s'entend dans tout ça aussi, il faut, je pense, mettre en avant la notion d'autodétermination de la personne. Il faut suivre le rythme de la personne comme il y a une personne qui a nommé avant. Il y a des gens qui sont pas rendus là dans leur cheminement, puis il faut respecter ça, puis prendre peut-être plus une approche de réduction des méfaits quand ils sont pas rendus à une certaine réflexion. Mais pour ceux qui désirent là, pas retourner à la rue après une période de détention, je pense qu'il y aurait des partenariats ou des arrimages à faire parce que c'est très difficile d'arrimer des services ou même de trouver un endroit là, pour la personne. Donc, ça fait un peu le phénomène de la porte tournante pour peu importe la problématique et la personne. Donc, voilà, c'était un peu ce que je voulais apporter. Merci. Oui, parfait. Mais merci. Effectivement, l'élément sur la question de la sensibilisation, tout ça, on le retrouve. On pourra peut-être l'adapter en termes aussi d'information, sensibilisation. Clairement, le volet centre de détention, les sorties, la prévention, l'arrimage des services, de ce que j'entends, là, ce serait un élément qu'on pourra probablement mettre de l'avant dans les réflexions au niveau du filet social aussi, puis de la question des arrimages. Merci. Merci beaucoup. Anne, je vois des questions apparaître en ligne, puis monsieur, je vous donnerai le droit de parole après. Excellent. Alors, on va poursuivre avec Madame Lorraine Larouche. Bonsoir. Je comprends que ce dossier est préliminaire, mais ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a pas d'objectif chiffré. Dans une demande de financement, ça se passerait. Y aura-t-il des cibles éventuellement? Alors, oui, la réponse, c'est oui. C'est vraiment là, cette deuxième étape qu'on se donne là, pour vraiment pouvoir identifier des cibles il y a clairement du qualitatif, mais aussi du quantitatif là, d'entrée de jeu quand on nommait l'importance dans les conditions de succès de pouvoir suivre à la fois ce qu'on va faire, oui, le phénomène, mais documenter aussi ce qui sera fait, les retombées, comment on peut savoir justement si oui ou non, ça a donné les résultats souhaités. Donc oui, clairement, dans la deuxième étape, c'est vraiment là, vers ça qu'on se dirige. Merci. Monsieur, vous avez levé la main? Je reste dans les premiers tours de parole pour l'instant. Léon Roux, résident de Saint-Roch. Il y a 7 ans, là, pas besoin d'un problème, là, c'est toute une déception. Imagine en 7 ans, qu'est-ce que ça va être. Entendez-vous? Non, c'est ça. Est-ce qu'il marche le micro? Oui? OK, parfait. Allez-y, pardon. 7 ans pour résoudre un problème.
C'est beaucoup. Imagine le problème dans 7 ans. C'est une déception, qu'est-ce que je viens de voir. Vous avez environ 42 organismes communautaires qui veulent l'argent, ils pleurent pour l'argent. Je ne comprends pas ça parce que si on est itinérance zéro, ils vont pleurer en plus. Ils vont pleurer plus parce qu'ils vont perdre leur job. Vous parlez de manquer d'argent. Là, dernièrement, les gouvernements vont donner 100 000 pour faire une muraille pour glorifier l'itinérance à Saint-Roch. Vous avez le logo de l'Aube-Rivière qui vient de monter, ça a coûté comment? Puis vous dit qu'il vous manque d'argent. Si vous êtes drogué, vous avez juste à aller à Point de repère, à côté de la parc Jean-Paul Lallier, où il n'y a plus personne qui va parce que c'est plein de drogués autour. Après ça, vous allez à SAPSA, pas loin, vous pouvez vous injecter là. Tu sais, coûte à rien. Puis, il y a du monde qui ont des problèmes avec la santé mentale, qui vendent le drogue, qui reste en pharmacie, tout le monde autour de la Rivière. Qu'est-ce que vous en faites avec ça? En tout cas, c'est une déception. Puis là, je vois que M. Marc Deconin qui est là. Je vais lui poser une question. Dans les 7 ans, là, est-ce que vous envisagez le Safe Supply? Le Safe Supply, vous savez c'est quoi? Safe Supply, ils ont commencé à Vancouver. Il ne faut pas que des gens meurent, tout ça. Ils leur donnent le drogue gratuit. Je veux savoir si Québec, durant ces 7 ans-là, ils vont envisager ça. Déjà, vous donnez des aiguilles. Déjà, vous fournissez une place pour que le monde se pique. Puis déjà, vous testez le drogue pour les autres. Je veux savoir si vous envisagez le Safe Supply. Je ne suis pas tout à fait certaine. Pourquoi est-ce que la question est adressée? Parce que M. Cotin, qui en 2018, il voulait avoir le centre d'injection supervisé à Québec. Ouais. C'est pas ça. La question m'est adressée simplement parce que j'avais participé, j'étais chargé de projet pour la mise en place des services d'injection supervisée. Donc, c'est pour cette raison-là que M. Wu me pose la question. Je ne peux pas répondre à votre question, M. Wu. C'est une question qui est beaucoup trop vaste, beaucoup trop complexe. C'est de l'ordre des décisions que les gouvernements canadiens et québécois doivent prendre, qui relèvent notamment de la santé publique. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que malgré certains des éléments que vous avez soulevés, tant du côté de la coop SAPSA, tant du côté de Point de repère, tant du côté de l'Aube-Rivière, il y a des vies humaines qui ne seraient plus aujourd'hui si ces organismes-là n'avaient pas été là pour les accompagner. Il n'y a personne ici qui a la capacité de changer la vie de tout le monde qui vit des difficultés. On souhaiterait le faire. Mais il y a des centaines et des centaines d'intervenantes, intervenants communautaires, intervenants professionnels dans le réseau de la santé qui dédient leur vie au quotidien pour sauver des vies. Et elles et ils sauvent des vies. Je pense que c'est une question qu'il faudrait demander à Bruno Marchand, Fort-et-Fier, s'il envisage le Safe Supply. Merci. Merci, M. Wu. On avait les deuxièmes tours de parole. Je ne vois pas. Anne, est-ce que tu as des questions en ligne ou des mains levées? Pas pour le moment encore, non. D'accord, merci. Monsieur en arrière, en deuxième tour de parole? Oui, merci. C'est juste que j'ai 2, 3 autres petites interrogations que j'aimerais amener ce soir. J'aimerais savoir, parce que quand j'étais à la journée porte ouverte à l'Aube-Rivière, est-ce que c'est vrai que tout le monde, le matin, je sais qu'il y a 18 logements, je pense, puis 130 quelque chambres. Bon, on les fout tout à la porte le matin à 7 h ou à 8 h, puis aller vous réfugier dans le plage qu'on a mis à vélo au lieu de mettre un beau chapiteau, ce qui ne serait pas au soleil. J'ai vu des femmes coucher là. Je me suis dit, ça n'a pas
Christy de bon sens, tu sais, parce qu'il y en a là-dedans qui ont des troubles soit de santé mentale, qui ne peuvent pas même, tu peux pas les envoyer travailler, ils ne pourraient pas même, tu sais, même tu souhaiterais peut-être même pas si tu avais une entreprise les prendre. Je ne comprends pas que, je me suis dit, je vais poser la question, c'est-tu vrai qu'on les fout tout à la porte en même temps, puis vous reviendrez dans la fin de la journée? Ça, si on fait ça, c'est vraiment que ça n'a pas de crise de bon sens, là. J'avais acheté un Cadillac, en tout cas, j'irais un autre modèle. Tu sais. OK. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, je voudrais savoir, ça se pourrait-tu que, pourquoi est-ce que la Ville de Québec, par exemple, ne prend pas en charge l'aide sociale? Parce qu'à Montréal, c'est le cas. C'est ça que, puis ça, j'en ai parlé plusieurs fois dans le passé, puisque c'est avec ça qu'ils ont les cartes, par exemple, pour aller à la ronde, l'accès à Montréal. On pourrait peut-être faire des choses, des trucs qu'on pourrait donner pour les plus démunis, tu sais. Peut-être d'aller voir des spectacles, tu sais, des choses comme ça. Alors, moi, je le suggère ici à soir, là. Je me suis dit, c'est peut-être une manque de vision du maire, mais il me dit des fois, il se rencontre avec Mme Plante. Je ne sais pas si ça fonctionne encore comme ça à Montréal, mais moi, à l'époque, j'y habitais, c'était comme ça. C'était une enveloppe séparée, puis l'aide sociale, c'était géré par la Ville de Montréal. Et le dernier point, je l'ai emmené aussi, j'ai regardé un moment donné dans un document qui s'appelle la liste des bénéficiaires et du ministère des Finances et des fournisseurs. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque, on avait 50 000 OSBL au niveau qui travaillent sur tous les domaines confondus. Mais juste en santé mentale, dans la région de Québec, je pense que c'était 75. Je me suis dit, on était capable de fusionner des villes. Tu sais. Peut-être ça, on pourrait fusionner. Puis peut-être, là, il y avait, tu sais, au lieu d'arriver de donner tous des petits budgets, on pourrait donner peut-être un gros budget à un organisme. Puis eux autres, tu coordonnerais. Mais je me suis dit, là, avec, il y a quelque chose à faire. Là, tu sais. Je souhaiterais, en terminant, qu'on ne s'enligne pas non plus vers les villes à 15 minutes. Moi, j'alignerais ça plus vers les Freedom Cities avec le président Trump qui a présenté, parce qu'on s'est battu pour nos libertés. On ne veut pas se faire contrôler dans des prisons à air ouverte. Là, tu sais. Alors, moi, les affaires qui ont rapport avec l'ONU, ils n'ont pas été élus ici, eux autres, qui restent dans le bébel, puis nous autres, on est capables de s'occuper de notre carré de sable. C'était mon commentaire. Merci. Merci. Je comprends aussi que, puis là, on a toutes sortes d'interventions, puis je comprends, c'est ça qui est toute la difficulté. Je l'avais mentionné aussi là, en début, les limites, en fait, des compétences municipales. Peut-être que Madame Boucher, vous aimeriez peut-être juste te rappeler pourquoi est-ce qu'on a lancé cette vision-ci, en fait, puis les limites, en fait. Et il y a certaines questions auxquelles on ne peut pas répondre, malheureusement. Pas ce soir, parce qu'on n'a pas de représentants, là, on n'avait pas prévu de représentants des autres institutions. Excusez-moi, je vous ai lancé on the spot. Excusez-moi. En fait, la vision de l'itinérance, c'est une vision ville. Hein. La ville a choisi de se doter d'une vision. On pourrait dire à tout le monde qu'est-ce qu'il devrait faire, mais ce n'est pas le choix qu'on a fait parce qu'on s'est dit on est capable, nous, de faire mieux et de faire plus. Il n'y a personne ici qui peut dire que la ville fait assez. Il n'y a personne ici qui peut dire tout est réglé, c'est correct, la ville, elle a fait sa job. C'est correct. Une des décisions qu'on a prises, c'est de se dire que nous-mêmes, là, on est capable d'en faire davantage, on est capable de faire mieux, on veut s'améliorer, on veut peaufiner notre rôle de ville parce qu'on constate actuellement que notre rôle est agrandi. Il y a des éléments qui oui, finalement, même si on ne décide pas de le prévoir, on se retrouve à agir de toute façon. Donc, pour pouvoir agir de façon concertée, pour pouvoir agir de façon avec une vision, on a pris la décision, nous, de se doter de cette vision-là. C'est la raison pour laquelle on consulte des partenaires. C'est certain qu'on consulte des partenaires, on consulte des citoyens, des personnes en situation d'itinérance, des organismes communautaires, mais aussi des partenaires de différents paliers, de différents milieux, dont le réseau de la santé. On n'ira pas dire au réseau de la santé, voici ce qu'il faut que vous fassiez. On ne dira pas, par exemple, au milieu communautaire, voici comment vous devriez vous gérer. Par contre, on peut regarder, nous, qu'est-ce qu'on peut faire davantage pour être en meilleur soutien, quel type de leadership on veut mettre en place, comment on peut assurer, bon, mais là, je pourrais revenir sur les 5 axes. Là. Donc, c'est sur ces 5 axes-là que nous avons décidé, nous, comme ville, avec le soutien du milieu, qui nous a dit, oui, c'est vraiment sur ce lien, sur ces axes-là qu'on a le plus de pouvoir, nous, avec notre rôle. Donc, je ne sais pas si c'est exactement la question qui m'était posée, là, mais on va agir en fonction de nos rôles et responsabilités municipales, mais en partenariat, en assurant
le travail de collaboration avec ceux qui ont leur propre rôle, donc que ce soit le réseau de la santé. Puis après ça, bien, si vous regardez dans la vision, il y a des éléments d'aller faire des représentations sur différents paliers. Il y a des éléments où on veut miser davantage pour aller chercher des financements supplémentaires, par exemple, au niveau du gouvernement provincial. Donc, c'est sur ces axes-là qu'on peut venir intervenir, mais on va toujours maintenir quand même en fonction de notre chapeau Ville de Québec. Merci beaucoup, Mme Boucher. Là, ça répondait parfaitement à ma demande. Merci beaucoup. Je vois qu'il est 20h40. On avait annoncé la fin de la séance là, pour 21h. Je vais peut-être prendre là, les derniers tours de parole. J'ai Madame ici qui avait un deuxième tour de parole. Anne, tu me diras là, en ligne par la suite. On pourra prendre une intervention en ligne tout de suite après. Merci, allez-y. Bien, au fond, je voyais par rapport à l'axe sur l'intégration, l'inclusion et la participation sociale, là, vous dites agir contre les préjugés et la discrimination par des activités de sensibilisation et de formation auprès du personnel municipal, des élus et de la population en général. Ça me semble être très pertinent et nécessaire, visiblement. Je me demandais si ça concernait aussi le service de police, au fond, dans la question du profilage social. Au fond, qui est une question là, qui n'est pas abordée. Là, fait que c'est ça. Fait que je me demandais si c'est peut-être quelque chose que ça serait le fun d'entendre parler là, justement dans votre vision. Puis aussi, toute la question des règlements municipaux discriminatoires, justement, ça relève bien de la ville. fait que je sais que depuis il y a quelques années, là, il y avait une révision des règlements municipaux qui était faite. Je ne sais pas ça en est rendu où, si ça a été conclu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant de le voir aussi parce que ce qu'on remarque des fois, c'est que la judiciarisation des personnes en situation d'itinérance semble être utilisée parfois comme un levier, soit pour essayer de contraindre leur comportement ou essayer d'intervenir au niveau de leur comportement, ce qui ne change pas nécessairement la situation d'une personne en situation d'itinérance. Puis, des fois, on dirait que c'est comme un peu la porte qu'on aimerait utiliser pour donner accès aux services de santé et aux services sociaux. Fait que c'est peut-être quelque chose, je le voyais là que vous le disiez, que vous vouliez favoriser cet accès-là, justement, aux services de santé puis aux services sociaux. C'est ça, peut-être faire attention, en tout cas être prudent de ne pas utiliser la judiciarisation là, des personnes marginalisées en situation d'itinérance ou qui occupent l'espace public. Pour avoir accès. Voilà. Oui. Bien, merci beaucoup. En fait, ce que j'entends dans vos propos, c'est peut-être parce qu'on se posait des questions là, sur qu'est-ce qu'on devrait explorer là, pour terminer, avoir une version finale de cette vision. Donc, j'entends là, la question de la judiciarisation puis les règlements municipaux qui pourraient être discriminatoires. Je pense que j'ai une intervention en ligne, je l'ai mentionné. Puis, oui. Anne? Oui, alors c'est M. Yvan Tessier. Alors, vous pouvez réactiver votre son, M. Tessier. On va pouvoir écouter votre question. Ah, je pense que j'y suis. Est-ce que vous m'entendez? Très bien, M. Tessier. Oui, moi, ce qui me venait à l'idée, c'est donc, comment je pourrais dire ça? C'est comment sensibiliser les gens voyons, je l'avais en tête, être plus concerné envers les itinérants, envers toute différence, mais peut-être plus envers les itinérants. Parce que j'ai pas lu tous les rapports, mais je me sens de plus en plus concerné parce que je me dis, c'est vraiment déplorable qu'une société dans laquelle on est, puis qu'il y en ait même un seul qui soit dans la rue ou qui mange pas à sa faim. Pour moi, il me semble qu'on devrait tous se sentir concernés. Puis aussi, je me demande si vous avez un point là-dessus pour favoriser les rapports entre les citoyens dits plus nantis, entre guillemets, ou plus normal, ou pas dans la rue, entre guillemets, puis celui qu'on dit dans la rue comme pour favoriser comme une espèce de clivage, si c'est élaboré
ou si vous le pensez élaborer, comment favoriser les interactions, puis aussi de se sentir concerné, puis de amener un moins d'individualisme, puis plus de se sentir concerné, puis de dépassement soi-même pour amener plus d'aspect communautaire dans ce phénomène d'itinérance. Merci. Parfait, merci beaucoup. Veux-tu réagir? Oui, bien, en fait, simplement là, en précisant qu'effectivement, au travers de la vision, que ce soit via l'aménagement, la contribution, la participation, il y a un souhait tout de même là, de pouvoir favoriser la rencontre, renforcer la cohésion sociale. Il y aura clairement des éléments qu'on pourra aller creuser aussi sous cet aspect-là sur la participation citoyenne, comme vous l'avez nommé un peu, de faire en sorte d'avoir une implication qui soit plus grande là, dans le soutien, la considération, donc pour favoriser justement un vivre ensemble. Donc, on pourra le creuser là, je pense, dans 2 axes là, où on a de belles possibilités. Merci. Oui, merci beaucoup. Puis oui, c'est ça, ça nous rappelle là, toute la question. Les gens l'ont beaucoup mentionné. C'est peut-être pour rassurer, j'ai peut-être pas élaboré assez suffisamment là, lors de la présentation, mais vraiment la grande majorité des gens qui ont communiqué avec nous à travers cette démarche de participation publique-là faisaient preuve d'une très grande empathie. La plupart des gens nous disaient, ça n'a pas de bon sens que des gens dorment dans la rue, que des gens ne mangent pas à leur faim, qu'ils n'aient pas une sécurité financière, etc., etc. Par contre, ce qui ressortait, puis je l'ai mentionné, c'était un sentiment d'impuissance puis que les gens ne savaient pas quoi faire. Donc, évidemment, il y a un volet sensibilisation. Puis je pense que ce qu'on entend, c'est qu'on aimerait là, l'explorer davantage là, pour la suite des choses. Mais on entend bien là, le constat qui est difficile. Une dernière intervention, monsieur? D'abord, félicitations pour votre travail, c'est très bien fait, très bien présenté. Moi, j'ai juste une petite question qui est attenante un peu à ce que je disais tout à l'heure, mais qui est beaucoup plus tranquille. Je fais un petit sondage. Est-ce qu'il y a ici, dans la salle, des gens qui ont écouté l'émission Police sans service? Oh, bon, d'accord, 2 personnes. On a 2 personnes, avec moi, ça fait 3. Non. Il y en a un petit peu plus que ça? Ils n'osent pas se prononcer ou quoi? Ah, OK, d'accord. Bon, on peut dire qu'il y en a 20 Bon, ben, je ne dirai pas dans mes commentaires spécifiques sur Police sans service, mais quand même, c'est arrivé un drôle de moment dans la vie politique de Québec. On peut s'attendre un peu, on peut penser que ça peut être une question communicative. On y présente beaucoup de bons policiers, mais il y a des failles qu'on trouve. Par exemple, la personne qui répond au téléphone, qui dit au policier « Est-ce que c'est l'article 32? Êtes-vous bien sûr? » Il y a des petites choses là, puis des policiers souvent qui se prennent pour des juges, qui vont parler à un témoin, puis vont dire « Regarde, ça va se passer comme ça, puis c'est comme ça que ça va se passer. Ben, regarde, j'en dirai pas plus. C'est correct. » Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Ben oui, on va certainement se revoir. Ben là, je vais me permettre d'enchaîner, en fait. Puis là, merci beaucoup des contributions de tout le monde. Ça nous donne des bonnes pistes, je pense, pour la suite des choses. Parlant de la suite des choses. Ah, ça ne marche plus. On peut-tu faire mec sur la présentation? Michael? Je pense qu'il y avait encore une fois. Oui. On ne voit pas la présentation, malheureusement, pour les gens en ligne. Merci. Parfait. On voit bien, Anne, maintenant? Oui? D'accord. Super. Juste de te rappeler, là, évidemment, là, on a fait une première phase là, de consultation publique pour rassurer certains aussi. On était allés consulter là, directement les personnes en situation d'itinérance dans
à l'effet de cette vision à venir. Aujourd'hui, on vous a présenté la version préliminaire. L'intention, c'est de continuer à recevoir là, toutes les contributions des citoyens. Donc, là-dessus, bien, en fait, on avait cette séance d'aujourd'hui, mais on a également là, encore un formulaire en ligne là, si vous voulez mijoter un peu vos idées, puis élaborer là, davantage. Vous pouvez déposer des mémoires, des lettres ou de simples commentaires. Là, on va être ouvert là, à toutes ces interventions-là, puis on va bien les prendre en compte pour la suite des choses. On avait organisé là, d'ailleurs aussi, on avait déjà rencontré en fait les organismes partenaires. Ils avaient été rencontrés là, le 30 mai, puis on continue évidemment là, de travailler avec ces organismes-là. Et puis, à la suite de la rencontre de ce soir, nous autres, ça nous permettait en fait d'avoir une idée là, de qu'est-ce qui nous reste en fait à peaufiner. Est-ce qu'il manquait certaines choses, certains éléments? Donc, c'est pour ça qu'en fait, on va poursuivre les activités de consultation. On n'en a pas là, des précises à vous dire ce soir parce que, comme on disait, c'est une démarche qui est en construction. On la construit en cours de route parce qu'on veut vraiment écouter les gens, qu'est-ce qu'ils nous demandent. Donc, on va poursuivre dans cette lancée-ci. Si jamais là, vous travaillez pour un organisme ou vous êtes dans une association, par exemple, on pense entre autres, on a rencontré les commerçants, on a même rencontré le conseil municipal des enfants aussi. On a d'autres activités là, du type à venir. Donc, si vous avez des suggestions là-dessus, n'hésitez pas là, à nous en faire part. Puis, et puis voilà, nous, on va continuer notre travail de peaufinement, puis on va certainement avoir là, une présentation à l'automne. On se dirige là, en fait vers le dépôt, l'adoption de la vision en matière d'itinérance pour l'automne 2023. Là-dessus, je vais laisser Mme Boucher fermer la séance. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Merci beaucoup de vous être déplacés. Merci les personnes en ligne là, d'avoir participé à cette rencontre-là. Je tiens aussi à remercier mes collègues, M. Valençon, Mme Roy, qui sont venus nous rejoindre. Là, on vous l'avait dit dès le départ qu'ils étaient en conseil d'arrondissement, mais ils sont venus nous rejoindre pour être présents, pour vous entendre aussi. Merci. J'allais dire, j'aimerais ça qu'on revienne sur le volet des conditions de succès. J'aimerais ça qu'on les ait quand même en filigrane. C'est important pour nous parce que la vision de l'itinérance, dans ces conditions, les conditions de succès de cette vision-là sont quand même très bien identifiées. Là. Dans ce que j'ai entendu ce soir, en fait, j'entends que tout le monde se sent concerné par la situation. Tout le monde se sent concerné. Je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'on a besoin de faire mieux. On a besoin, tout le monde, de se sentir en sécurité. On a besoin, tout le monde, qu'on puisse considérer la vulnérabilité de chacun. La vulnérabilité des personnes en situation d'itinérance, mais la vulnérabilité aussi des citoyens qui la côtoient, qui peuvent vivre des situations insécurisantes, qui ne se sentent pas en sécurité. Puis, je le sais, on me dit, ce n'est pas nécessairement qu'un sentiment de sécurité, mais c'est vrai que vous vivez des moments d'insécurité. Donc, cette considération-là de ce qui est vécu, elle est importante pour nous, puis elle doit se retrouver. Vous devez vous retrouver dans la vision de l'itinérance. Je comprends que vous n'avez pas tous trouvé votre place. Je pense que dans le volet de la cohésion sociale, du sentiment de sécurité, je pense que c'est sur cet axe-là qu'on peut se rejoindre l'ensemble des citoyens dans votre besoin d'être considéré dans cette vision-là. Ce n'est pas parfait. Il y a du travail encore à faire. On vous a entendu. J'ai entendu aussi le volet du... Il y a peut-être un certain nombre de personnes qu'on ne verra pas dans cette vision-là. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont être oubliées ou que... Comment on va faire pour répondre? À ce jour, je n'ai pas la réponse pour vous. Mais juste d'avoir levé cet indice-là, levé ce drapeau-là, je sais que l'équipe a pris plusieurs notes. Ça sera considéré. Peut-être que vous ne verrez pas l'ensemble des notes de ce que vous avez dit. Il n'y aura pas de verbatim dans la vision de l'itinérance, donc peut-être que vous allez vous dire je suis venu parler, je n'ai pas vu le mot que j'ai mentionné, mais sachez que ça fait partie de l'ensemble de ce qui est considéré et qu'il y aura un plan d'action qui viendra à la suite avec ça. Donc, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas s'il y a d'autres éléments que vous voulez rapporter. Il y a un endroit où ils peuvent mettre leurs commentaires ou... Oui, tout à fait. Oui, c'est on le retrouve sur la page
de consultation. On pourrait même le partager à l'écran là, si on veut. On peut aussi, vous pouvez juste m'envoyer un courriel directement. Là, je vais prendre. Donc, on a besoin de l'expertise de vécu de chacun. L'expertise de vécu des personnes en situation d'itinérance, l'expertise de vécu des personnes qui la côtoient, l'ensemble des citoyens. Mais on a besoin aussi de l'expertise de l'ensemble des personnes qui travaillent auprès des personnes en situation d'itinérance parce que c'est eux qui quotidiennement interviennent, travaillent. Donc, cette expertise-là, elle est extrêmement importante pour nous. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup à tous, puis au plaisir là, de collaborer de nouveau. Bonne soirée.